Bonjour Victoria. Salut Thierry. Bon, on a dit live à 15 heures, il est 15h10, voilà, c'est vendredi, vendredi tout est permis. Vendredi c'est ravioli, mais c'est aussi l'occasion de reparler avec un invité. Je crois que c'est pas fini puisqu'on est en bonne santé, on est en live, voilà. Exactement. Donc, avant de me présenter, je tiens à remercier tous ceux qui nous envoient des petits messages pour nous dire qu'ils nous suivent et qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Ça nous stimule d'autant plus. On garde notre style et voilà, rien n'était planifié. Finalement, la crise a été une belle opportunité pour nous et on y va comme ça et on continue avec notre style. Donc, on est content que ça vous plaise. Alors aujourd'hui, Gabriel Moron, directeur de création de Havas Village Genève. C'était important aussi de faire parler des grandes agences. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des agences indépendantes. Aujourd'hui, on a une agence réseau. Gabriel, comment ça se passe, cette période? Comment est-ce qu'elle se vit quand on est dans une grande agence? Elle se vit bien. Tout d'abord, bonjour, effectivement, c'est peut-être la première chose. On a beaucoup de sujets. Non, ça se vit bien, ça se vit comme une expérience. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est pas tous les jours simple, surtout sur le côté humain. Voilà, ça fait un peu partie du jeu aujourd'hui, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On arrive à maintenir un rythme pour cette année. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on avait aussi pas mal d'habitude avant ce confinement de travailler en home office avec certains collaborateurs. Donc, il y a des réflexes qui étaient là. Maintenant, c'était pas le cas pour tout le monde. Il y a eu un apprentissage et là, je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines déjà, il y a un rythme qui s'est installé. Et, par exemple, de mon côté, j'ai aussi appris plein de choses durant ce dernier mois. C'est des choses que j'aime bien. Après, continuer comme ça pendant trop longtemps, non. Vous veniez aussi de vivre un déménagement, donc vous étiez tout frais dans vos meubles. Et dans votre magnifique espace que j'ai pas pu visiter parce que malheureusement il y avait le confinement, je devais venir le jour où ça a démarré tout ça. Vous êtes maintenant vers la gare à Genève, donc ceux qui connaissent Genève, je rêverais de voir cet endroit qui est à la Poste, à côté de la gare, donc derrière cette magnifique ce beau window. Donc voilà. Donc combien de temps vous avez pu rester dans cet endroit avant que tout ça est arrivé? On y est tous rentrés exactement, je crois, le lundi 6 janvier, si je dis pas de bêtises, si je m'avance pas dans les dates, mais c'était ça, et jusqu'au 13 mars. Donc on a pu profiter environ 2 mois pleinement des lieux, mais c'est vrai qu'il y a un peu de déception, un peu de frustration vis-à-vis de ça. Les locaux ont bien été pensés. Effectivement, en plus de faire ces locaux, on a collaboré avec des gens vraiment extraordinaires, type Tammy, c'est une illustratrice qui est venue faire une fresque dans l'agence. C'est vrai on est derrière cette horloge. Il y a vraiment une ambiance qui est inspirante dans ces lieux, la manière dont on les a pensés aussi. Mais voilà, c'est simplement, on se réjouit encore peut-être plus de pouvoir retrouver cet environnement de travail. Alors, Havas Village Genève, j'insiste sur ça parce que c'est une nouvelle manière d'appeler cette agence qui, au départ, s'appelait Aurore SCG, après c'est appelé Havas, il y avait Havas Genève, et maintenant Havas Village Genève. Donc peut-être raconte-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce village? Ça fait un peu Club Med, non? Ouais, alors c'est pas le Club Med dans la manière dont on le connaît, je dirais, vraiment les vacances, c'est pas vraiment ça. Le village, c'est plutôt dans le sens rassemblement des forces, c'est-à-dire que sous un même toit, aujourd'hui, on a rassemblé notre unit média qui est portée par Ivan FT, on a une unit technologie qui est portée par Kevin et une unit qui est communication qui est portée aujourd'hui par Roxane. Et c'est vrai que cette idée de village, c'est de rassembler l'ensemble des expertises sous un même toit pour pouvoir justement réaliser des projets et travailler sur des projets. Et en tant que manager ou en tant que directeur de création dans ce contexte-là, c'est vrai que ça facilite grandement les démarches et ça facilite grandement la façon de travailler sur une idée et de faire grandir une idée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant, d'autant plus qu'on est 30, on n'est pas immense du tout, une trentaine de personnes par rapport à une agence réseau, comme tu le dis, où tu connais bien dans les réseaux, d'un coup tu te retrouves dans des agences où il y a 3 à 4 étages immeubles. Ici, c'est pas le cas du tout. Il y a cette forme de proximité, on connaît tout le monde, c'est une énergie qui est vraiment constructive. C'est vraiment plaisant en général de travailler ensemble. Et en principe, il y a un village par pays, parce qu'en Suisse, on a Zurich et Genève. Il y a toujours eu ces deux villes dans ce réseau qui, si je me rappelle bien, dataient
des clients, c'était PSA, et donc on n'avait pas le droit d'avoir la même agence pour deux marques différentes. C'est comme ça qu'est née Genève, hein, si je me rappelle bien. Et donc la Suisse est un cas unique ou? Alors, la Suisse oui, enfin, si on veut, pas forcément un cas unique. Si je dis pas de bêtises, j'essaie de me souvenir maintenant en Belgique, parce que je sais qu'il y a Avas Bruxelles et il y a Bundegel qui est une autre agence et qui est pas dans Bruxelles même. Mais en général, effectivement, par rapport à un pays aussi petit, avec le marché aussi petit, effectivement, la Suisse doit être une exception. Après, le réseau aujourd'hui possède différentes agences, différentes entités. Il est très très fréquent de retrouver dans une même ville, dans une mégapole ou quoi que ce soit, différentes agences qui appartiennent au même réseau. Type, par exemple, Paris, où il y a BETC, il y a Avas, il y a Equino, il y a différentes branches. BETC n'a jamais voulu entrer dans le réseau Avas. Hein. Alors, Mercedes Serra l'a toujours dit, elle a dit non. Elle me disait non, nous on est à part. C'est ça. Ils ont toujours gardé leur entité et leur culture qui est la leur. Et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose sur laquelle ils ont capitalisé. Et aujourd'hui, ça leur réussit vraiment bien. Et ça leur a toujours réussi en fait dans le fond. C'est un esprit, c'est clair que c'est une mentalité qu'ils ont construit. Mais maintenant, à l'inverse, par exemple de mon côté, toute la direction de création au monde est chapeautée par le directeur créatif des CCO, si vous voulez, de BETC, Stéphane Xiberas. Donc, oui, BETC reste une entité qui vit et qui va continuer à vivre, c'est sûr et certain, que ce soit à Sao Paulo, à Londres ou à Paris, mais pour les agences du réseau, on peut tout à fait solliciter et travailler avec eux pour faire avancer les projets et travailler sur différents pitchs ou autres plus-value qu'ils pourraient amener. Et ça devient de plus en plus, évidemment, une relation forte, là aussi, d'équilibre. C'est dans la même logique que les tribes de Sachi Sachi? Non, c'est différent, ça travaille différemment. Ça, c'est une autre méthodologie, totalement différente, avec ce réseau-là. C'est plus les collaborations à partir d'un brief, on rencontre les gens, c'est moins forcément ce qu'on avait à l'époque des tribes, qui étaient vraiment à Sachi, effectivement, des moments très courts pour amener de la conception. Et dans ce contexte-là, on est plus sur des relations à moyen long terme où on essaie vraiment de créer des unités pour qu'il y ait vraiment un lien fort qui puisse vivre à long terme. Mais c'est vraiment deux manières différentes de travailler. D'accord. Thierry, je te laisse la parole. Oui, alors on vient de parler du nom de l'agence. Moi, j'ai tout le temps fourché sur ce nom à l'occasion des meilleurs d'eux, comme le meilleur du web, durant lequel vous avez gagné des prix avec le Grand Théâtre, l'École hôtelière de Lausanne et puis bien sûr le PFL. C'est des prix importants puisque il y a aussi Cannes. À l'échelle nationale, pour une agence de cette taille-là, ça compte aussi de participer à quelque chose d'un peu plus local, de plus national. C'est essentiel, c'est vital et essentiel. C'est-à-dire qu'il y a et le management qui est aujourd'hui au sein de Avas Village, on a toujours gardé conscience, et moi, par exemple, j'ai toujours travaillé sur le fait d'avoir une valeur ajoutée sur le marché local. Et j'ai toujours eu cette culture, c'est-à-dire depuis que je suis arrivé chez Avas, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on continue à travailler. On est une agence de réseau, c'est sûr et certain, mais on a une valeur ajoutée et on veut être un acteur principal aussi sur le marché local. Ça, c'est une priorité. Et évidemment, que ce soit dans les festivals ou des clients, ça ne change rien, c'est-à-dire qu'on doit avoir une activité et on doit exister. Ce prix m'amène à une question, puisque là, on a vu Avas Village venir au meilleur du web. La digitalisation de l'entreprise, ça s'est passé comment? C'est une suite logique, c'est une demande de plus en plus omniprésente de la clientèle. C'était une étape qui était prévue. Je parle pas de la crise, le télétravail et tout ça. Je parle vraiment de s'orienter aussi sur le créneau du numérique. C'était quelque chose qu'il fallait très sincèrement, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on intègre ou on aurait disparu. Faut être réaliste par rapport à une situation du marché et par rapport à 3-4 ans maintenant, c'était un virage qu'il fallait qu'on prenne. Voilà. Et je vais pas vous cacher que pour ma part, c'est quelque chose que j'attendais depuis un petit moment aussi. Et c'est le changement de management, même avec l'ancien management qui avait déjà engagé aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le management, qui était présent il y a 4 ou 5 ans, avait déjà abordé ce virage. Il a été plus
les plus frontales, entre guillemets, à l'arrivée de Damien il y a maintenant 3 ans. Et après, bon, là, la reprise avec Camille et Jonathan, il y a maintenant une demi-année, 5 mois. C'est une continuité et oui, c'était une nécessité absolue de par, ouais, mais même dans la manière de travailler, de penser les idées, c'était une nécessité absolue. C'est pas pour faire du... Oui, excuse-moi. C'est pas pour faire du passage de pommade, mais on a vraiment l'impression que dans l'agence dans laquelle tu travailles, la digitalisation, une réalité, elle a été faite, elle a été mise en place de façon très très sérieuse. Là où on se souvient encore, il y a quelques années, ok, on est une grosse agence, on va un petit peu faire du digital, on va un petit peu faire du numérique. Et à l'image des prix que vous avez gagnés justement à cette édition du meilleur du web, on a vu de très très belles réalisations, bluffantes. Et encore une fois, c'est pas du passage pommade, c'est vraiment sincère. Je crois que le jury pourra en témoigner. C'est quoi les conseils qu'on pourrait donner aux autres agences, aux grosses agences, pour qu'elles soient plus crédibles? Parce qu'on voit encore quelques acteurs qui le sont pas tout à fait, hein. Même si on ne dit plus d'ailleurs nouvelle technologie, mais on parle de technologie numérique. Enfin, je crois qu'il y a un autre terme. Je vais le retrouver là. J'ai un trou de mémoire parce que ben voilà, les années ont passé. Hein. On n'est plus dans quelque chose de nouveau. On est quelque chose d'établi. Quels seraient les conseils que tu donnerais à une agence de cette taille-là pour qu'elle soit aussi crédible dans ce créneau-là? Enfin, en fait, j'en ai pas trop de conseils parce que on va pas donner toutes les astuces, c'est ça. On va pas dévoiler toutes les astuces. Les astuces pour que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a 2 choses. C'est qu'il y a des réseaux qui vont être. Enfin, là, si on parle vraiment de réseaux ou même d'indépendants ou de petites agences, il y a des choses il y a des gens qui sont très bien adaptés à ça. Dans les usages. Hein. Je pense que c'est vraiment dans l'usage de vivre ça. C'est vrai que pour nous, avec ce changement il y a 3 ans, ça a été fait de manière un peu brutale, un peu frontale. C'était une nécessité. Donc c'était la seule façon pour nous, entre guillemets, de pouvoir continuer d'avancer dans les meilleures conditions. Après, des énormes réseaux, faut faire attention parce qu'on a toujours ce sentiment, ah oui, ils n'ont pas passé à la digitalisation, mais attention, c'est souvent ils travaillent, ils ont des autres entités, ils ont des partenaires, ils sont dans ce type de management très malin et tout à fait compétent. Je pense que le digital aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré depuis 5-6 ans dans un réseau à proprement dit. Et voilà, c'est un passage qui a été fait. Maintenant, est-ce qu'il a bien été fait tout le temps? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Et ça, je parle vraiment en dehors de la Suisse. Hein. Quand tu regardes dans certaines agences internationales, tu poses des questions. Mais dans les bonnes agences et les agences qui ont une vision, ça a été fait de manière très réussie. Mais ce qu'on a vu souvent, les réseaux se sont effectivement digitalisés en achetant de la compétence, parce que ce sont des moyens. Donc on s'est retrouvé avec des connaissances très très pointues, mais si tu veux, tu gardais le core business de la pub, et puis autour tu avais tout un satellite de compétences. Et on a vu, et c'est peut-être cette bonne idée qui n'était pas une, à faire ralentir un petit peu, disons, ce mix du digital et de la pub. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'exemple que vous menez aujourd'hui, il y a ce triumvirat, vous êtes 3 à diriger l'agence avec 3 compétences très différentes. C'est que la solution, au lieu de créer ce réseau, ce network dans le network, c'est d'intégrer à l'intérieur de l'agence ces compétences et de partir du brief avec cette vision, parce que vous avez fait des propositions d'Internet des objets, d'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on peut improviser. Et j'imagine que si on travaille que dans le réseau, si une des agences prend le lead, elle n'aura pas cette vision peut-être autour de la marque. C'est très très compliqué parce que si la technologie est la première, comment replacer la pub, tu vois? Alors je sais pas comment. Est-ce que ça c'est une des raisons aussi? C'est peut-être une partie du secret que vous avez mené. Oui, je pense que si on doit être très transparent là-dessus, oui, c'est notre démarche, c'est notre façon de travailler et c'est ce qui fait effectivement la simplicité entre guillemets de nouveau dans les relations de ces différents départements, c'est qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'en fonction du brief qu'on reçoit de la part d'un client, on saura mettre les bonnes personnes sur le sujet.
Et évidemment, ça c'est important aussi de le souligner, si on a un brief qui nous amène plus sur la conception d'un site, ou si on nous amène un brief qui nous amène plus sur la gestion de réseaux sociaux ou la création de content pour les réseaux sociaux, ce qui est partie du quotidien aujourd'hui, on aura des leads ou on aura des experts qui prendront le lead et qui vont driver d'autres personnes dans l'agence dans la bonne direction. Mais il y aura toujours une expertise qui sera mise en avant pour qu'un projet soit réalisé. Parce que ce qu'on ne croit pas du tout, et ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas possible d'avoir 4-5 personnes autour d'une table qui ont le même niveau, entre guillemets, de prise de décision sur un sujet. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, entre guillemets, il y a un lead qui soit pris sur une thématique pour pouvoir faire avancer un projet dans une direction, et cette personne va chercher les bons experts pour avoir ces informations et ces retours pour amener une campagne, le développement d'un site, une stratégie, je ne sais quoi, digitale, ou tout bêtement un rapport annuel. Mais si je suis une marque qui veut justement arriver sur un nouveau territoire plus digital et offrir quelque chose de plus digital, peut-être que pourquoi est-ce que j'irais voir une agence de communication, même si à l'interne elle a tous ces outils, plutôt que d'aller directement voir une start-up qui peut me donner une solution, un algorithme, tu vois. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la question de finalement le branding. On amène de nouveaux outils, on amène des facilités, mais j'ai un peu l'impression que les marques se perdent. Et dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, et surtout cette sortie de crise avec des valeurs dont plus personne ne maîtrise finalement, lesquelles la hiérarchie de ces valeurs, qu'est-ce qui sera le plus important? Est-ce que finalement c'est de faire des choses nouvelles qui vont impacter, ou de revenir peut-être être moins créatif, mais être plus centré et travailler plus sur son branding? Alors pour moi, l'un n'est pas décorrélé de l'autre. Il y a un seul chapeau qui est au-dessus de tout ça, c'est amener une cohérence. C'est d'avoir tout bêtement d'avoir une stratégie, que ce soit une stratégie créative, une stratégie tout court, voir les besoins du client. Mais pour moi, ce qui est essentiel, effectivement, mais tant de crise, pas tant de crise, en fait, la discussion, elle est accentuée en ce moment, évidemment, parce que plein de marques se posent plein de questions, parce que voilà, évidemment, il y a des recentrements ou des discours qui doivent évoluer, mais c'est une stratégie qui doit être mise en place, et c'est une stratégie créative. C'est qu'est-ce qu'on va dire et comment est-ce qu'on va le dire. Et à partir de là, il y a une réflexion qui doit être faite effectivement sur le curseur, dans la créativité, l'implication de la créativité et dans l'efficience. Mais ça, c'est des réponses qu'on peut difficilement avoir si on n'a pas travaillé sur une marque ou si on n'a pas travaillé sur un projet. Il n'y a pas de règles aujourd'hui qui me disent toutes les marques doivent aujourd'hui plus se concentrer sur de l'efficience parce qu'il faut refaire un chiffre d'affaires. La seule chose que je peux te répondre aujourd'hui, oui, ça fonctionnera peut-être pendant les 3-4 prochains mois quand elle sera vraiment concentrée sur de la perf. Et qu'est-ce qui va passer quand elles auront perdu en notoriété et qu'elles auront disparu dans la tête des gens? On a un petit exercice auquel je m'amuse. Aujourd'hui, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça. C'est de compter le nombre d'annonceurs qui surfent sur la vague ou qui réagissent par rapport à cette crise. Alors, sans parler de tendance, est-ce que tu sens quand même auprès de ta clientèle des questions, un intérêt à revoir les valeurs de ces marques? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que les marques avec lesquelles vous travaillez sont pas sujettes à se poser cette question? Est-ce que toi, en tant que publicitaire, de ton côté, tu as déjà ce feeling pour dire qu'il faudra peut-être anticiper justement sur quelles seront les valeurs et comment on va pouvoir les défendre auprès de nos clients? Alors, oui, je sens effectivement qu'il y a une vraie volonté de plusieurs de nos marques à vouloir amener une solution. Amener une solution, évidemment, qui est aujourd'hui pas forcément liée à plus de ventes de son produit, mais amener une solution au marché, une solution à l'être humain, à l'humain. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut faire ça avec effectivement parcimonie et intelligence, parce que ça peut vite être perçu comme de l'opportunisme en fonction de la marque avec qui on travaille. Je vais pas citer tout bêtement, je vais pas citer de nom ici, parce que voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Et de toute façon, je n'aurais pas le droit de le faire, mais j'ai gardé ça un peu en tête, dans le sens où effectivement, on a ce contexte actuel qui fait que prendre la parole, même si c'est dans le fond avec des bonnes intentions, des fois peut être mal interprété. Donc ça, c'est le premier exercice où on fait attention, mais on a effectivement des marques qui ont tout à fait ce rôle aujourd'hui et qui vont devoir se l'approprier maintenant et pour l'avenir, et on doit travailler avec eux ça et trouver la meilleure façon de faire passer ce message, parce que les marques font partie de nos sociétés aujourd'hui et elles doivent avoir un rôle, entre guillemets, de nouveau, qui doit répondre aux attentes du consommateur. Ça, c'est le principal, et c'est peut-être des réajustements qui doivent être faits.
Et pendant cette période, vous avez globalement moins travaillé ou plus travaillé? C'est une bonne question. Je dirais qu'on a travaillé différemment. On a tout autant travaillé, mais comme je disais avant, les choses prennent plus de temps. Donc, c'est le sentiment de. Enfin, moi, par exemple, personnellement, après, c'est vrai que c'est un retour qu'il faut que je demande aux équipes de manière plus précise. Moi, mon sentiment, c'est d'avoir travaillé presque plus, parce que ça m'a pris plus de temps, ces conf calls, gérer, échanger, retravailler la conception avec les équipes pour arriver au même résultat. Tout le monde dit la même chose. Finalement, la visioconférence, c'est une bonne idée, mais c'est très épuisant. Oui, c'est très mais c'est un exercice qui est intéressant et c'est vrai dans la partie positive de cette démarche, je trouve qu'il y a une forme d'efficience aussi qui est par exemple dans la visioconférence dans certains cas où à partir du moment que de nouveau il y a quelqu'un qui présente quelque chose ou qui avance quelque chose, il y a plus d'écoute. Si la visioconférence est contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a un bon rythme, des fois on arrive à être plus performant et à être plus efficient. On a une question de la room, hein. On est en train de pile poil de parler des valeurs des marques, justement une question d'Alain qui demande, justement comme tout le monde prend la parole, comment se faire entendre. C'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, je fais le petit exercice de compter le nombre d'annonceurs qui changent son fusil d'épaule, qui sort une pub, on va dire adaptée ou en tout cas en relation avec la crise dans laquelle on vit. Mais comment on peut se faire entendre? Là, tu viens de donner un élément de réponse. Il faut faire attention pour que le discours soit pas galvaudé, se retourne pas contre nous. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, il y a d'autres réponses à donner à notre ami Alain qui nous pose cette question? J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'était il disait pendant voilà. Ouais, moi j'ai cru que c'était pendant les visioconférences. Attends, Non, je parlais de la crise parce qu'on a un petit délai. Les gens prennent le temps de taper sur leur smartphone. Je parlais de la communication pendant la crise. Je pense que c'est la question d'Alain. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres angles d'attaque qui seraient abordés? Voilà. Comment se faire entendre en cette période difficile puisque beaucoup prennent la parole? Oui, alors, pour moi, ça répond à une des questions précédemment posées par Victoria. Il y a effectivement la marque, et quel message elle veut faire passer stratégiquement et comment est-ce qu'on veut aborder ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Et effectivement, la première réponse que j'avais eue avant, c'était de ne pas être opportuniste. Mais ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune agence, aucun stratège ou indépendant qui n'aura pas vu ça. Par contre, pour sortir et avoir un discours aujourd'hui qui se démarque, après de mon expérience aujourd'hui, les idées, c'est les idées en fait qui ont fait que tout d'un coup tu sortais du lot. Et de nouveau, ça me ramène à la discussion qu'on avait eu avant, c'est la conception, l'idée dans un contexte aussi spécial, pour sortir du lot, elle doit être exceptionnelle. Et ça revient en fait que ce soit en crise ou que ce soit pas en crise, notre métier nous ramène à ça, c'est-à-dire que le message ou le travail qu'on effectue passe par la conception. Passe par le message juste, passe par la manière de faire passer un message juste, surprenant, décalé. Je sais pas, il y a vraiment. Après, c'est chacun a son affinité par rapport à ça, mais ça, c'est pour ma part mon cœur de métier et où je reste convaincu, c'est crise ou pas crise, ton idée va permettre de sortir du lot ou de faire sortir le message de ton client du lot. Voilà. Est-ce que tu ne crois pas? Certains craignent que dans cette sortie de crise, on va se retrouver avec que des messages de promo. Parce qu'il va bien falloir vendre. Alors, oui. Et que, je veux dire, le branding va être mis de côté, les campagnes, je veux dire. Et certains me disaient aussi, finalement, les agences n'auront pas grand-chose à dire parce que c'est pour mettre juste un chiffre sur une photo et mettre 50%, au moins 50%, tout le monde peut le faire. Est-ce que ça, c'est un risque? Pour moi, tu as amené la réponse un peu dans la question, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde va faire de la promo, il y a des grandes chances, effectivement. Après, comment elle va être abordée, je ne sais pas. Et de nouveau, le travail d'une agence avec son client, c'est comment être capable et comment de sortir de ce marasme, si c'est vraiment que de la promo, parce que j'ai aucune garantie aujourd'hui, je vais pas m'avancer là-dessus. Comment, au travers de la promo, de nouveau, on amène des idées, on amène une façon d'amener cette promotion différente. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi craindre, il y a toujours ce phénomène, après une crise, on communique moins, il y a moins d'argent. De toute façon, on va bien se retrouver dans une situation économique quand même assez compliqué et disons surtout qu'on n'a pas c'est une fausse vraie sortie de crise, on ne sait pas non plus si on va pas revenir dans la même situation. Est-ce que la com là-dedans, est-ce que les marques auront encore des budgets pour
pour lancer des opérations, disons au moins réfléchir sur leur communication. Ça, c'est un autre problème que beaucoup d'agences craignent. Oui, évidemment, ça c'est une crainte, mais ça c'est pour tout ce qui sera marketing, communication. Je veux dire, ça c'est transverse. Et après, vu la situation actuelle, je dirais que c'est une transverse sur n'importe quel département. Aujourd'hui, dans les boîtes, c'est quelque chose qui est une évidence. Dans certaines boîtes, c'est pas que la communication qui a été touchée, loin de là. Oui. Moi, la seule réponse que j'ai, mais ça c'est au fond de moi-même peut-être un espoir aussi, c'est que quand il y a crise, il y a reprise. Voilà. Et pour prendre une reprise, pour que je la garde celle-là, je la garde. C'est une bonne phrase, ouais, à collectionner, effectivement. Il faut qu'on reste optimiste par rapport à ça. Il y aura une reprise qui sera différente. Il y aura une manière d'aborder j'espère, la consommation. Et enfin, après, c'est de nouveau, c'est personnel comme point de vue, mais une autre manière d'aborder peut-être l'économie. Mais il y aura une reprise et j'espère vraiment qu'elle va tous nous faire grandir et continuer à nous faire avancer, définitivement. Alors, quand on est directeur, on revient sur le thème du travail à distance, on est directeur de création et on est confiné chez soi. Ça se passe comment? À quoi ressemble une journée type? Parce que on sent que c'est pas évident, surtout dans ce domaine. La direction artistique, la création, il y a une émulsion qui est nécessaire, une émulation qui est nécessaire. Comment tu vis chacune de tes journées à distance? Je le vis. Enfin, c'était marrant parce que c'est une question. Au début, tu sais, au début quand j'étais en confinement dans ce contexte, tu dis bon ok, c'est un peu différent, ça change ton quotidien. C'est vrai qu'après 2 semaines. Personnellement, après de nouveau, j'ai commencé à avoir ce manque en fait de cette relation humaine, d'échanger, de débattre sur des idées. Derrière un écran, c'est toujours plus compliqué. Les messages passent moins bien, la relation humaine évidemment passe moins bien, le côté sentiment émotionnel passe moins bien aussi. Je me suis retrouvé là pendant ces derniers mois et demi à présenter des pitchs pour du film, mais après. Comme une discussion qu'on a ici, je vous présenterai pas du tout la même manière face à face que si on était comme on dit. Il y a des pitchs en visioconférence. Pardon? Des pitchs en visioconférence. Oui. Ok. Intéressant, non, c'est intéressant. Oui. Non, j'ai présenté pendant ce dernier mois, j'ai présenté 2. Oui. Donc ça veut dire que quand même du business, les choses ne sont pas arrêtées. Non. On fait tout pour continuer à sortir de cette situation. Oui, bien sûr, on avance pour l'avenir, c'est clair. Alors ça, c'est des projets qui se font dans quelques mois. Je veux dire, c'est quelque chose qui les marques elles se projettent déjà hors la crise là-dedans. Oui, certaines marques évidemment. Puisque pas toutes les thématiques des marques sont forcément liées à la crise. C'est clair. Comment se passe un pitch en visioconférence? C'est quoi les différences? Les grosses différences avec un pitch physique, si je puis l'appeler comme ça. C'est l'énorme différence, c'est le relationnel humain. Le fait d'être face à quelqu'un quand tu racontes une histoire ou quand tu présentes de la création n'est pas du tout la même que quand tu es derrière un écran. L'énergie que tu peux mettre, la manière dont tu peux passer. Surtout que vous aurez le voir aussi dans vos propres conférences call, mais quand on est 5, 6, 7 dans un call, rapidement on cache les écrans, rapidement, donc j'ai moins le contact visuel, j'ai moins le contact qui me permet de rebondir ou de raconter les choses. Ça c'est un truc que tu n'avais jamais fait, j'imagine, avant. Si j'avais déjà présenté certaines choses, mais dans des contextes un peu différents. C'était moins de personnes. Et puis pour la réalisation des projets, je pense que on va jamais non plus sur des trucs dans un pitch trop fini, mais quand même s'il fallait faire des montages d'images, des tout, c'était plus compliqué. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de. Oui, il y a les aspects techniques qui rentrent en jeu aussi. C'est un peu compliqué. La prod doit être pensée différemment, où effectivement on répond pour les pitchs, où on espère que la prod puisse se faire dans des contextes plus normaux. Écoute, ça m'embouche un coin. Je savais pas que. Intéressant. Dans cette situation, je pensais que c'était cet aspect-là du monde de la pub était bloqué, mais alors écoute, pour moi c'est une news. Alors c'est hyper intéressant. Que ce soit des pitchs ou des press clients. Oui, ça oui, d'accord. Ouais. Non, mais ça veut dire que le marché ne s'est pas arrêté. Et ça, c'est un très bon signe. Alors, c'est des choses, effectivement,
enfin, si je dis pas de bêtises, c'est des choses qu'on avait commencé ou juste commencé avant la période de confinement, si je dis pas de bêtises. Même, non, mais je crois qu'il y a même un pitch qu'on a reçu pendant la période de confinement. Non, ça, je savais que les agences digitales travaillent beaucoup, mais bon. Thierry? On doit imaginer que c'est pas évident. J'essaye de me mettre dans la peau, effectivement, de quelqu'un qui doit défendre un projet au travers d'une visioconférence. Et au moment où je parle de ça, je réalise que j'ai aussi fait cet exercice. C'est vrai que le plus dur, c'est de ressentir le feedback parce qu'il y a 70% de notre communication qui passe par la gestuelle. Et là, boum, il n'y a plus rien. Il y a une caméra, un écran. Il y a peut-être une caméra qu'on coupe ou quelqu'un qui se lève pour aller faire un appel téléphonique là où on n'aurait pas du tout cette scène dans un pitch chez le client, tranquillement installé dans la salle de conf. En tout cas, c'est très prometteur de savoir que voilà le business rule. Ces lives ont pour vocation de mettre en avant nos métiers et puis la vie un peu bizarre qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, je rappelle, je profite vu que j'ai le micro, de vous rappeler que vous pouvez revoir tout ça en replay sur cominmag.ch. Vous pouvez écouter la version audio si vous avez envie de tranquillement l'installer dans votre smartphone. Et vous avez bien évidemment le droit de partager, de diffuser sur les différents réseaux sociaux et autres LinkedIn. Voilà. C'était très très intéressant. On arrive déjà au terme de cet échange. Peut-être une dernière question, Victoria, ou on va se dire au revoir parce que c'est le week-end. Qu'est-ce que tu auras appris pendant cette période? Pardon, ça a coupé. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période? Tu retiendras quoi de cette période? La patience. C'est pas forcément ma qualité. Voilà, j'ai dit patience, mais ça fait partie dans tout le fait de gérer les enfants, le fait de gérer la famille, le fait de devoir travailler, le fait de comprendre qu'il y a d'autres priorités. Voilà, ça fait vraiment, mais c'est vraiment peut-être un exercice effectivement, la patience est rentrée de manière vraiment importante dans mon quotidien. Écoute, on te souhaite devenir de plus en plus zen et puis être prêt pour la reprise qui, j'espère, va nous amener quand même à être de nouveau un peu plus actifs et surtout à être de nouveau avec des gens parce que c'est ce qui nous manque le plus, en live, en real live. Exactement. Merci beaucoup, Gab. C'était très, très sympa de t'avoir. Merci. Voilà, c'était vraiment sympa. On va se dire au revoir et puis comme à l'accoutumée, on serait tenté de vous dire à demain 15h, mais non, c'est le week-end, Victoria, on va pouvoir profiter. Ouais, je sais. Arrête de temps en temps. On se voit donc. Ça vous dérange pas? On se voit lundi et on se dit portez-vous bien. Ok, merci, ciao.